C'est l'heure du JDS, le journal du dimanche soir sur Twi TV, le grand format de l'actualité sur la télé interactive. Bonsoir mesdames et messieurs, et au sommaire du JDS ce soir, journée internationale de la jeunesse, le chef de l'État a échangé avec des représentants des 13 régions du Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré a invité les jeunes à participer activement au développement du pays. On en parle amplement avec un invité dans ce JDS. Et puis, concours direct de la fonction publique session 2023, près de 2 millions de candidats se disputent 7218 postes pour intégrer cette fonction publique burkinabé. Le lancement officiel a été donné ce samedi par le ministre Bassolma Bazié à l'École nationale d'administration et de magistrature. Images et réactions à suivre dans ce journal. Et enfin, les conditions d'une intervention militaire se précisent au Niger. Réunis jeudi dernier à Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO ont ordonné l'activation de la force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Le président ivoirien Alassane Ouattara annonce déjà que son pays fournira entre 850 et 1100 hommes. On en parlera autour d'un plateau dans ce JDS. Et nous ouvrons avec la première des rubriques, celle Société. C'est parti pour les concours directs session 2023. La composition a débuté ce samedi dans les 13 chefs-lieux de région du Burkina. Pour cette session, ils sont près de 2 millions de candidats à se disputer 7218 postes pour intégrer la fonction publique burkinabé. C'est à l'École nationale d'administration et de magistrature que le ministre Bassolma Bazié a donné le top départ des compositions. Les détails avec Anna Gamberi et Abdul Raimiye. C'est le ministre en charge de la fonction publique qui a lancé les épreuves écrites des concours directs de la fonction publique. Pour cette année 2023, plus d'1 million de candidatures sont enregistrées au concours direct pour 7218 postes à pourvoir. Un nombre de candidatures inférieur à celui de l'année dernière et qui est dû à la mise en place de la nouvelle plateforme e-concours qui permet de filtrer les candidatures, à en croire le ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié. Nous avons pu enregistrer 1 969 736 candidatures, ceux qui se sont inscrits. Et vous avez constaté également les 1 969 000 l'année dernière, c'était au-delà de 2 millions. Mais c'est parce que la plateforme qui a été conçue pour que les candidats s'inscrivent a été architecturée de sorte que dès lors que vous ne remplissez pas les conditions d'inscription, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui fait que ça ne vaut pas les 2 millions cette année. Bassolma Bazié rassure que des mesures sont prises pour une bonne administration des épreuves. Il a affirmé que tout acte non conforme à la réglementation sera puni pour garantir la fiabilité des résultats. Donc la présence ici, c'est d'encourager tous les acteurs et réitérer un certain nombre de principes auxquels le gouvernement tient sincèrement. La question de la transparence, la question de l'équité, la question du sérieux dans l'organisation des tests pour recruter la ressource humaine qui doit servir l'État. Et nous réitérons notre ferme volonté à faire en sorte que toute attitude qui ne serait pas conforme aux règles édictées, l'intéressé, qu'il soit un candidat, qu'il soit un examinateur, un directeur et même un ministre, l'intéressé répondra de ses actes. En raison des difficultés rencontrées lors de la session précédente, une nouvelle plateforme a été mise en place. La plateforme e-concours permettra de faciliter la correction, explique le président du comité de pilotage des concours directs de la fonction publique, Amidou Sawadogo. Il y a une nouvelle plateforme qui a été développée par des compétences à l'interne. C'est dire pourquoi, parce que c'est des gens qui sont à côté, s'il y a une difficulté, on peut les checker tout de suite. Ce qui s'est passé l'année dernière, la distance, ça ne permettait pas, le fuseau horaire, ça ne permettait pas tout de suite de checker celui qui maîtrisait la plateforme qui a été conçue. On se souvient que nous avons déjà fait les résultats des eaux et forêts, les 2000, c'est la nouvelle plateforme qui a fait et nous espérons que ça va continuer ainsi pour nous permettre d'avoir très rapidement les résultats. Pour cette session, 127 concours sont prévus et se déroulent dans les 13 chefs-lieux des régions. La composition des épreuves écrites s'étend jusqu'au 27 août 2023. Nous ouvrons la deuxième rubrique de ce JDS, celle économique.
Et nous parlons du Salon international de la reconversion professionnelle de Ouagadougou qui a refermé ses portes il y a quelques semaines. C'est un salon qui offre un espace de rencontre entre les acteurs nationaux et internationaux. Il met également en exergue les compétences professionnelles des travailleurs tout en mettant en avant un accompagnement des travailleurs qui entendent se reconvertir vers d'autres secteurs d'activité. Et c'est un reportage signé Mamidriana Kamabou. C'est un salon qui a offert un espace de rencontre entre les acteurs nationaux et internationaux. 48 heures durant, les travailleurs à la retraite ont échangé sur le thème « La reconversion professionnelle, une autre vie ». Les participants au cours des travaux ont révélé leurs compétences professionnelles en mettant en avant l'accompagnement, les produits et les services des acteurs. Ces retraités ont salué cette initiative qui permet aux travailleurs à la retraite de pouvoir s'occuper après leur vie professionnelle. Un cadre vraiment approprié. Si ce cadre n'existe pas, il fallait le créer. Et le créateur de ce cadre que vous connaissez, c'est un haut cadre de notre administration, est un exemple en matière de reconversion. Donc il était vraiment la personne la bien placée pour porter cette initiative. En tout cas, c'est une très bonne initiative. En tant que fonctionnaire, on a passé le temps à faire autre chose, l'administration et tout. Maintenant que nous avons eu quand même la grâce de pouvoir aller à la retraite, une reconversion s'impose et l'opportunité de ce salon s'est présentée. Et les communications qui ont été passées ont été vraiment enrichissantes. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le promoteur se réjouit de la tenue de cette première édition. Pour lui, le Salon international de la reconversion professionnelle de Ouagadougou a connu un franc succès. Plan de la participation, nous avons eu beaucoup de personnes. Vous avez vu donc que la salle était pleine. Les gens ont accepté donc nos invitations pour venir donc participer donc à cela. Donc au plan de la participation, nous sommes très très heureux. Il y a aussi qu'au plan donc, du contenu, donc des échanges, des communications qui ont été faites, nous sommes parfaitement donc au diapason de ce qui nous avons arrêté donc dans le départ. Nous avons eu donc des communications très enrichissantes. Nous avons eu des recommandations, des contributions donc notamment donc tout ce qui concerne le processus d'appui, qu'est-ce que l'État peut faire. Au sortir des travaux, des recommandations ont été formulées par les participants. Ces recommandations seront soumises à qui de droit a laissé entendre Amadou Yaro, délégué général du CIRPO. Maintenant, nous allons faire une espèce donc de mémorandum à froid, je dirais, pour pouvoir donc voilà, échanger avec les autorités publiques, notamment avec le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, mais aussi avec d'autres institutions internationales. Je pense à l'OIT, par exemple, l'Organisation internationale du travail. Je pense aux organisations sous-régionales, la CEDEAO, je pense à l'UOMOA également, pour nous accompagner donc pour les prochaines éditions et puis ouvrir donc, je dirais donc notre salon au caractère beaucoup plus international, parce que là nous avons eu donc la participation d'un pays, mais nous souhaitons donc pour les autres, dans les autres salons, que les autres éditions, que nous puissions donc intégrer donc les pays membres de l'UOMOA pour que Ouagadougou soit un peu le centre de la réflexion donc, sur cette thématique qui peut nous apporter et qui doit nous apporter énormément donc, de choses. Donc. Le Salon international de la reconversion professionnelle de Ouagadougou, CIRPO, s'est tenu du 20 au 21 juillet dernier. Le ministre en charge de la fonction publique, Bassol Mabazié, parrain de cette première édition, a invité ses acteurs à saisir comme aubaine l'évolution du monde du travail, marquée par la diversification des produits et des opportunités d'emploi pour valoriser leur expérience et améliorer leur quotidien. Pour aborder cette actualité, nous recevons sur ce plateau le docteur Nebila Amadou Yaro, ancien ministre, ancien directeur général de l'École nationale des régies financières ENAREF et directeur du cabinet d'études et de recherche en entreprise. Bonsoir et bienvenue, docteur Yaro. Bonsoir. Et pour ce temps d'entretien, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec David Nana, notre spécialiste des questions économiques. Bonsoir David. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Tri TV. Alors, première question, docteur Yaro, quand on parle de reconversion professionnelle, que faut-il entendre par là? Alors, la reconversion professionnelle
c'est deux mots, c'est une reconversion et puis c'est professionnel également. Alors je crois que pour être relativement simple, on peut dire que la reconversion professionnelle, c'est le fait de changer de métier ou de statut professionnel. C'est-à-dire que j'avais un métier avant, maintenant je change, ou mon statut professionnel, et cela peut se faire dans le cadre de l'entreprise elle-même, de là où nous sommes, ou éventuellement d'aller beaucoup plus loin, de manière radicale, de changer complètement donc de métier qui n'a rien à voir donc avec ce que l'on faisait donc précédemment. Donc la reconversion professionnelle est apparue aujourd'hui comme étant une nécessité parce que le monde du travail change. Peut-être qu'on va en reparler parce qu'aujourd'hui donc il y a beaucoup plus d'opportunités également qui font que nous sommes à mesure aujourd'hui donc au cours de notre vie professionnelle de pouvoir de ne plus se concentrer seulement sur un seul métier mais de nous faire plaisir également donc sur d'autres métiers donc que nous souhaitons donc faire. D'accord, David. Alors, parlons de reconversion professionnelle. Vous lancez ce salon-là. D'où est partie l'idée et quel est l'objectif recherché à travers un tel salon? Alors, il faut dire que l'idée n'est pas nouvelle. L'idée n'est pas nouvelle. Je dois dire que certaines personnes avant nous avaient déjà eu donc cette idée donc mais nous avons préféré élargir le champ. C'est un salon, c'est un lieu, un espace dédié à tous les acteurs donc de ce domaine-là de pouvoir se rencontrer. Ces acteurs, c'est lesquels? C'est d'abord l'État. Parce que l'État travaille avec des fonctionnaires qui ont envie également donc de faire autre chose donc un peu plus tard et même au cours de leur carrière peut-être qu'ils veulent changer également donc, mais c'est aussi tous les acteurs du secteur privé qui s'intéressent à la reconversion professionnelle des seniors, des retraités, mais aussi des plus jeunes. Donc ce salon est un espace qu'on leur offre. Et les autres acteurs également que nous avons donc tout ce qui peut financer donc ces activités. Je pense donc aux banques qui sont en mesure donc qui ont ces différents éléments dans leur pipeline également et qui permettent donc de pouvoir donc se rencontrer au cours donc de ces 2 jours-là pour, je dirais donc, réfléchir ensemble. Parce que souvent, c'est l'occasion de la rencontre donc qui manque et cette rencontre donc permet à chacun donc de venir exposer donc ses problèmes, de venir rechercher donc des solutions et puis surtout de prendre des engagements. Parce que pour nous, c'est ça le plus important. Le salon, à la fin, doit être en mesure donc de produire donc des résultats donc fiables et des recommandations également qui pourront être adressées à qui de droit, d'abord à l'État, comme je le dis, et puis aux autres institutions donc de financement. D'accord. Alors, c'est vrai qu'avec les cibles qu'on a pu voir, beaucoup de seniors, des retraités, mais on a d'autres personnes qui sont dans d'autres secteurs d'activité, notamment plus jeunes. Je veux dire, est-ce que c'est une nécessité de faire la reconversion professionnelle et à quel moment du parcours professionnel faut-il penser à cette reconversion? Oui, je crois que c'est une opportunité aujourd'hui. La reconversion professionnelle apparaît nécessaire pour ceux qui travaillent aujourd'hui, ceux qui sont à la retraite, pour plusieurs raisons. La première raison que l'on peut avancer, c'est que le monde du travail a changé. Nous entrons de plus en plus jeunes dans le monde du travail, je ne dis pas dans la fonction publique, mais dans le monde du travail de manière générale. Et puis, nous avons des opportunités. Et le troisième élément qu'on peut avancer, c'est que nous sommes dans un contexte où, pendant longtemps, beaucoup d'entre nous avons embrassé un métier parfois par la force des choses. C'est-à-dire que nous devenons enseignants, nous devenons médecins, nous devenons infirmiers, je dirais contraints et forcés en fait. Donc, la reconversion professionnelle apparaît comme une occasion de refaire ce que l'on avait envie de faire. Celui qui veut être agriculteur, c'est l'occasion pour lui donc de se mettre au travail et de faire ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est très important. Donc pour nous aujourd'hui, la reconversion professionnelle est une nécessité. Il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui. On peut voyager comme on veut, on peut faire des cours à distance, on peut avoir des opportunités donc hors du pays. Et donc pour nous, c'est une occasion donc qu'il faut saisir donc pour permettre à tout un chacun de pouvoir donc s'épanouir et de faire vraiment et de se rendre utile, je dirais, au bout du compte donc à la nation. D'accord. Toujours en termes de pédagogie, est-ce que cette reconversion professionnelle doit être différente du métier initial que l'on faisait? Non, pas nécessairement. Au cours du salon, nous avons vu un certain nombre de personnes
qui étaient dans des domaines classiques, de sociologie, d'enseignants, mais qui aujourd'hui on a envie par exemple de faire tout ce qui est métier nouveau, tout ce qui est numérique aujourd'hui, qui ont envie donc de se lancer dans ces métiers. Donc pour nous, ce n'est pas se cantonner à son métier essentiellement, mais c'est aussi de s'ouvrir vers d'autres métiers, ce qui va permettre un peu, parce que vous savez que les métiers, un métier est pris beaucoup plus au sérieux lorsqu'il y a un seuil critique de personnes qui y participent. Et donc, plus on aura du monde dans les métiers, par exemple, de l'informatique, du numérique, plus la réflexion pourra être bien menée, plus on pourra profiter donc de ces éléments-là. Donc, pour nous, ce n'est pas seulement donc dans le métier dans lequel on est, mais on peut changer radicalement donc de métier pour pouvoir faire autre chose, mais surtout faire quelque chose que vous aimez. Faire quelque chose qu'on aime. Je pense que vous êtes l'exemple, parce que vous-même avez franchi le cap. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, le saut vers l'inconnu, c'est pas toujours la chose la mieux partagée chez les humains. C'est vrai. Et quelles sont les stratégies que vous développez pour amener ceux-là qui veulent le faire, mais qui sont encore hésitants? Alors, en fait, nous faisons d'abord deux types d'entretiens. Nous avons d'abord un entretien, je dirais, individuel, pour savoir, parce que nous partons de ce que la personne souhaite faire. Nous ne voulons plus répéter ce que nous avons fait avant, c'est-à-dire faire un métier vraiment contraint et forcé. Donc le premier élément sur lequel donc, nous travaillons avec la personne, c'est qu'est-ce que la personne veut faire. À partir de ses expériences passées, qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, et ça c'est très important. Nous estimons que si la personne part du principe que si elle nous dit ce qu'elle veut faire, c'est 50% de réussite. Et puis ensuite nous avons une deuxième version, un deuxième niveau, qui est ce que nous appelons le bilan de compétences. C'est-à-dire donc nous allons travailler avec la personne pour voir exactement par rapport à ce qu'elle veut faire, est-ce qu'elle peut le faire? Qu'est-ce qui lui manque en termes de formation, en termes d'opportunités? Parce que vous avez des gens qui viennent, ils ont envie de faire quelque chose, mais parfois ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il faut les former, il faut les diriger vers les structures de financement, les structures de conseil. Parce que le salon n'est pas une rencontre de conseil, mais c'est une rencontre des acteurs de tous les domaines donc, qui peuvent contribuer donc, à cette réussite. Et donc, après ce bilan de compétences, nous montons un dossier maintenant et nous essayons donc de suivre la personne depuis le début jusqu'à ce que la personne se mette en place donc, tous les dispositifs. Mais l'élément le plus important, je répète, c'est ce que la personne souhaite faire. C'est ça le plus important. D'accord. Voilà. Et quand on parle de cette reconversion, on a tout de même cette petite impression qu'elle touche le milieu intellectuel. Est-ce que pour un commerçant ou un agriculteur qui a toujours fait ce corps de métier, est-ce qu'il est possible d'avoir une reconversion professionnelle en ce moment? Oui, tout à fait. Vous savez que l'ambition du salon, c'est de ne pas justement se contenter des seniors qui sont dans l'administration, dans le secteur privé, qui sont diplômés, et ainsi de suite, mais c'est de s'ouvrir également donc à toute cette population qui fait la valeur ajoutée également. C'est-à-dire quand vous parlez de commerçants, vous parlez d'opérateurs économiques au niveau un peu plus en bas, c'est eux aussi qui nous intéressent. Parce que c'est eux qui font l'économie, c'est eux qui produisent donc la valeur ajoutée au niveau économique, et donc c'est un public très important. Pour le moment, nous sommes à notre première édition, et la deuxième édition, donc, nous allons l'élargir justement donc à tout ce public-là, mais aussi également à l'international. Parce que je rappelle que, sauf erreur de ma part, c'est le premier salon donc, de la sous-région. Donc nous voulons ouvrir donc, ce salon à l'ensemble donc, des pays membres de l'UEMOA déjà, pour que la réflexion soit un peu plus globale, étant entendu donc, que nos pays sont en train donc, de s'intégrer davantage. On vous voit aussi très engagé, si tu me le permets, Serge. Moi, je vais quitter un tout petit peu, parce qu'on parle de reconversion professionnelle, mais il y a l'entité dans laquelle on travaille, notamment les entreprises. On vous sait aussi très attaché aux questions du développement de ces entreprises. Je veux dire, dans la crise que nous vivons aujourd'hui, quelles devraient être les stratégies pour nos entreprises afin de faire face à cette situation? Alors, je crois qu'il faut que nous puissions... vous savez, on dit toujours dans l'entreprise, l'élément le plus important, c'est la volonté. Ce sont des éléments psychologiques d'abord. C'est d'abord prendre conscience que nous sommes dans une situation de crise. La résilience des entreprises dont on parle,
elle doit d'abord être intégrée dans le dispositif donc, du chef d'entreprise. Maintenant, après ça, il y a tout un ensemble donc, de recommandations que l'on fait pour faire face donc, à cette crise, à ces problèmes donc, que nous espérons faire passager. C'est de mettre en place une stratégie donc, de résilience. Par exemple, lorsqu'une entreprise doit payer, ben, c'est de négocier pour ne pas payer tout de suite. C'est lorsque j'ai des clients, ben, il faut les faire payer le plus rapidement possible. En tout cas, disposer d'une trésorerie qui soit en mesure donc, de faire face à certains engagements donc immédiats. Il y a des stratégies qui sont mises en place pour les entreprises pour que les entreprises soient vraiment de plus en plus résilientes. Mais la première chose qu'il faut faire, il faut d'abord que les chefs d'entreprise, l'ensemble donc des chefs d'entreprise, je dirais, prennent conscience que nous sommes dans une situation donc, de crise et qu'il va falloir adopter d'autres méthodes donc, de travail, d'autres manières de travailler pour que nous puissions donc nous en sortir donc, dans cette crise-là. Je rappelle toujours que c'est l'entreprise privée qui constitue le nerf du développement. Toutes les autorités le disent. Donc, il est important que l'accompagnement également donc, puisse se faire également au niveau donc, de l'État pour voir au cas par cas, par exemple, ou secteur par secteur, quelles mesures il faut prendre et les appliquer pour que les entreprises donc, puissent être à ce niveau donc, de développement et surtout ne pas fermer. Parce que lorsqu'une entreprise ferme, ben, c'est tout un problème social qui se pose, mais c'est aussi un problème financier qui se pose parce que l'État n'a plus donc ses recettes fiscales. Et là, ça crée donc énormément donc, de problèmes. D'accord. Alors, docteur, on parle également de promotion du développement endogène. Que faut-il pour y arriver? Alors, le développement endogène, vous savez, a été théorisé par bien d'experts, notamment un homme politique comme Joseph Kizerbo, le professeur Joseph Kizerbo qui l'a théorisé. Mais pour être relativement simple, c'est de compter sur ses propres énergies. Parce que on parle de l'hypothèse que chaque pays a les moyens internes de se développer. On parle de ce principe-là. Donc, les moyens internes de se développer, non seulement donc toutes les matières premières, mais aussi tous les besoins également. Parce que si vous êtes dans un pays ou un pays sahélien, ben évidemment, il n'y aura pas beaucoup de pluie, donc les besoins ne vont pas faire appel à des produits qui nécessitent beaucoup d'eau, ainsi de suite. Donc c'est ça le principe. On parle du principe que tout pays, comme toute personne, même d'ailleurs tout individu, ben, a des qualités qu'il va falloir donc développer. Donc le développement endogène, c'est d'abord ça. C'est d'abord partir du principe que recenser un peu donc toutes les qualités, toutes les forces donc de ce pays-là, et puis également les insuffisances pour voir comment on peut avancer donc pour cela. C'est de faire en sorte que tout ce que nous avons comme besoin puisse être satisfait à partir des ressources donc propres. À partir donc des besoins, on met en place une stratégie pour que nous soyons le moins dépendants possible de l'extérieur. Le moins dépendant possible. On ne peut pas être aujourd'hui complètement dépendant, mais il faut trouver les moyens pour que nous soyons le moins dépendants possible de l'extérieur. D'accord. Vous parlez d'être moins dépendant. Et ces jours-ci, on parle beaucoup de rupture, de convention, de la non-double imposition entre le Burkina Faso et la France. En quoi consiste ce principe de non-double imposition? Alors, il faut dire que la double imposition est apparue nécessaire. La non-double imposition est apparue donc nécessaire au regard de l'évolution de l'activité économique. Nous sommes dans un contexte où les pays travaillent avec d'autres pays, les opérateurs économiques travaillent avec d'autres pays. Et ça, c'est depuis longtemps. Donc, l'impôt, lorsque vous faites vos exercices d'activité, l'impôt qui va frapper dans cette activité, il se déroule sur un territoire bien précis. Donc, alors que maintenant, on demande aux gens donc d'exporter, d'aller vers l'étranger. Donc, ça veut dire l'espace territorial donc dans lequel on va imposer donc la personne devient un peu plus large. Donc, c'est pour permettre aux entreprises, c'est pour permettre aux acteurs économiques de pouvoir commercer beaucoup plus facilement et puis d'avoir donc des résultats donc probants. La non-double imposition, c'est de dire que le même revenu ne pourra pas être imposé doublement ou triplement par les mêmes impôts. Voilà.
C'est-à-dire c'est l'espace territorial dans lequel nous sommes qui s'élargit de telle sorte que la personne puisse vraiment travailler donc convenablement. La non-double imposition est apparue nécessaire au regard également du fait que le Burkina, un pays comme le Burkina quand même, est dans d'autres espaces économiques. Il faut savoir que lorsque cette convention de non-double imposition a été signée, c'était au début donc des indépendances, donc nous n'avons pas encore je dirais que la Haute-Volta n'était pas encore intégrée comme le Burkina l'est aujourd'hui sur le plan international, sur le plan économique international. Nous n'avons pas beaucoup d'accords à l'époque. Donc cette relecture, cette actualisation est apparue nécessaire au regard des engagements que nous avons pris. Vous savez qu'au niveau donc, nous n'avons pas seulement que cette convention avec la France, nous avons également une convention avec la Tunisie. Nous avons une convention même interne au niveau donc de l'UEMOA, au niveau de l'OCDE, l'OMC également, dont nous sommes membres, a également donc ce type d'accord. Donc si vous regardez un peu l'un dans l'autre, il y a des contradictions parfois qui apparaissent et qui, à mon avis, ont justifié également donc le besoin donc de remettre en cause cette convention. D'accord. Ça m'amène à poser la question de savoir pour nos téléspectateurs vraiment de façon terre à terre parce que ça fait l'actualité. C'est quoi l'intérêt pour un pays par exemple de signer des conventions fiscales de non-double imposition? Quel est l'intérêt? Alors, je rappelle que ce type de convention, c'est essentiellement pour les opérateurs économiques. D'accord. Pour les opérateurs économiques. Donc, la non-double imposition permet à l'opérateur économique qui est au Burkina d'aller en Côte d'Ivoire un peu plus facilement pour pouvoir travailler. Que la charge fiscale ne soit pas un élément déterminant dans son choix d'aller en Côte d'Ivoire. Il peut aller en Côte d'Ivoire pour d'autres raisons, mais il ne faut pas que ce soit la charge fiscale qui le bloque pour qu'il n'aille pas donc en Côte d'Ivoire. Donc, pour un pays qui veut s'ouvrir à l'international, pour un pays qui veut exporter, qui veut vendre donc ses produits à l'étranger, il est important qu'il y ait cette sécurité juridique-là pour que l'opérateur puisse être en mesure donc de pouvoir travailler, que même s'il y a la concurrence sur le plan international, que cette concurrence soit basée sur d'autres éléments que en fait la charge fiscale. Ce n'est pas seulement au niveau fiscal, mais nous avons également des conventions sur le droit du travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un pays qui s'ouvre a besoin donc de cette sécurité-là et nous sommes dans un espace intégré comme l'UEMOA. Nous travaillons avec avec d'autres pays et puis par exemple en matière de TVA, lorsque une entreprise burkinabé veut exporter par exemple en Côte d'Ivoire, donc toute la TVA qu'il a eu à payer donc pour produire donc pour fabriquer ce produit lui est remboursé pour que justement ce produit-là soit moins cher donc en Côte d'Ivoire et vice versa également les Ivoiriens également donc font donc la même chose. Donc c'est important d'avoir donc ces conventions. Maintenant, il faut les lire pour que chaque pays puisse vraiment sortir quelque chose donc qui lui soit favorable, je dirais, entre griffes. Encore que dans ce domaine-là, il faut mesurer donc perdant au Gaïa sur une période un peu plus longue donc dans ce sens-là. D'accord. Une dernière question, David Nana. Non, c'était pour voir aussi votre regard. On a tout de suite parlé des développements endogènes. On a vu des actions qui sont lancées, notamment dans l'actionnariat communautaire. Vous, en tant que spécialiste en la matière, quel est votre regard? Non, c'est toujours une bonne chose. Vous savez, l'actionnariat populaire a l'avantage que il permet à un nombre plus important de personnes de participer à l'activité économique. Vous savez que si vous êtes actionnaire dans une entreprise, vous participez donc à la vie de l'entreprise, vous participez à son bénéfice, ainsi de suite. Donc c'est déjà une bonne chose quand même de pouvoir participer, de pouvoir regrouper beaucoup plus de monde qui vont permettre donc. Et puis deuxième chose, on dit c'est les petites cotisations qui font de grandes cotisations. Voilà. Donc plus il y a du monde qui cotise même un peu, plus en ce moment donc on aura une marge de financière beaucoup plus importante donc pour cette entreprise-là. Je crois que c'est une bonne chose. Maintenant il faudra voir dans le concret comment tout ça va s'agencer pour que justement donc ces entreprises-là, notamment les secteurs dans lesquels donc ça a été donc identifié, que ces secteurs-là soient des secteurs porteurs et puis également dans des secteurs qui puissent entraîner d'autres secteurs sur le plan économique. D'accord. Alors merci Dr Nebila Amadou-Yaro d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, ancien directeur général de l'École nationale des régies financières ENAREF et directeur du cabinet d'études et de recherche en entreprise. Et nous passons à une autre rubrique pour ce JDS, celle politique.
Le 30 juillet dernier, soit 4 jours après le coup d'État au Niger, la CEDEAO a pris des actions contre ce pays, incluant une intervention militaire dont la date butoir était dimanche dernier. La CEDEAO joue-t-elle sa crédibilité dans la gestion de cette crise au Niger? Pourquoi l'intervention militaire n'a-t-elle pas eu lieu? Le professeur Basile Guissou, sociologue et ancien ministre sous la Révolution, donne son analyse dans ce téléma signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Après la prise du pouvoir par les militaires au Niger, la CEDEAO a, à l'issue de son sommet extraordinaire tenu à Abuja au Nigeria, pris une batterie de sanctions contre le Niger. Si certains observateurs s'interrogent sur la rapidité avec laquelle les sanctions ont été prises, pour le professeur Basile Guissou, il faut tenir compte de la situation d'ensemble dans la sous-région pour mieux apprécier les décisions de la CEDEAO. Après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, il est question pour l'organisation sous-régionale, selon le professeur Basile Guissou, de marquer un coup d'arrêt au coup d'État. Vous vous rendez compte qu'il y a deux catégories de chefs d'État qui sont au niveau de la CEDEAO. Il y a des présidents élus et des présidents non élus, en quelque sorte. Bon, donc, ceux qui ne veulent pas aussi se faire renverser et tiennent compte de ces paramètres-là pour pouvoir prendre position. Donc je crois que c'est beaucoup plus une alerte lancée non pas au Niger seul en tant que tel, mais à tous les potentiels putschistes, pour qu'ils sachent qu'il y a une fraction aussi de ce continent-là qui est attachée au régime démocratique issu d'élections. L'une des sanctions prises contre le Niger qui a fait couler encre et salive, c'est l'intervention militaire pour établir le pouvoir du président élu Mohamed Bazoum. Après expiration de l'ultimatum le 6 août dernier, les nouvelles autorités nigériennes ont refusé de recevoir une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU ce mardi 8 août. Si pour certains, ce bras de fer avec la CEDEAO met à mal sa crédibilité dans la sous-région, pour le professeur Basile Guissou, il témoigne plutôt de la vitalité de l'organisation sous-régionale. L'institution est là pour résoudre les problèmes qui se posent dans les 15 États et se prononcer là-dessus, c'est ce qui se fait. Maintenant, on peut être pour ou contre une telle décision et les États même qui sont membres peuvent refuser ou accepter de l'appliquer. La preuve, c'est pas seulement dans ce domaine-là. Si vous prenez par exemple la convergence par rapport à la création de la monnaie, ça est là. On a repoussé, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc ce n'est pas les contradictions qui manquent au sein de la CEDEAO comme au sein de l'Union africaine ou même au sein des Nations Unies. Mais ça ne les empêche pas de continuer à exister. Ça ne les fait pas perdre la crédibilité outre mesure. Au contraire, je pense que ça témoigne de la vitalité de ces structures-là aussi. L'intervention militaire annoncée au Niger par la CEDEAO n'a certes pas eu lieu, mais pour le professeur Basile Guissou, ancien ministre sous la Révolution, la réunion extraordinaire de la CEDEAO prévue pour ce jeudi 10 août situera sur les nouvelles décisions de l'organisation sous-régionale. Retour sur ce plateau pour parler avec des invités et nous sommes rejoints par le docteur Olopépin Yen. Il est sociopolitologue et chercheur au CNRST. Bonsoir. Bonsoir. Boubacar Sanou, vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Et nous avons Bourema Dissan-Youmou, membre du bureau politique national du Parti panafricain pour le salut PPS. Bonsoir. Bonsoir Serge. Bonsoir aux téléspectateurs de True TV et Watch FM. Avant de parler du Niger, il y a eu cette autre actualité après la dénonciation de l'accord militaire de 1960. Il y a eu en cours de semaine une dénonciation par les autorités burkinabées de la convention fiscale de non-double imposition signée avec la France depuis 1965. Docteur Olopépin, je me tourne d'abord vers vous. Comment avez-vous appris et comment avez-vous accueilli également cette décision des autorités burkinabées? Oui, mais c'est une très bonne décision. Et donc nous sommes dans une dynamique de souveraineté. Et il est normal que s'il y a des accords qui entravent donc le développement du Burkina Faso, que ces accords puissent être dénoncés. Et je me réjouis parce que et je sais que lorsque nous faisons, lorsqu'on était étudiant ou on faisait les congrès d'étudiants à travers le mouvement étudiant, et chaque fois il était question de dénoncer les accords coloniaux et néocoloniaux.
Et aujourd'hui, quand même, je me réjouis de savoir que c'est en train de devenir une réalité. Voilà, donc c'est dire que ce sont des revendications du mouvement étudiant depuis la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, relayée par l'Union générale des étudiants voltaïques, ensuite l'Union générale des étudiants burkinabés, UGEP, lorsque nous sommes passés à la révolution du 4 août, le nom du pays a changé. Donc du coup, c'est des problèmes qui ont été posés depuis très longtemps. Et au niveau donc du débat politique national dans le milieu de la gauche, et ce qui se passe rentre donc dans les cadres de la lutte contre l'impérialisme, de la conquête de la souveraineté. Donc il est clair que le développement du Burkina Faso doit passer forcément par la dénonciation tous azimuts des accords donc qui nous enchaînent et qui arrivent donc à réduire donc nos capacités d'action, nos capacités d'entreprendre, voilà, et de pouvoir en tout cas collecter les ressources nécessaires pour financer les différents projets de développement. Et donc je trouve que c'est un acte patriotique, voilà, et c'est normal, et nous encourageons les autorités à regarder encore dans les autres secteurs et dans les autres ministères s'il y a des accords de ce genre, voilà, qui nous empêchent d'avancer, mais il faut les dénoncer. D'accord. Je me tourne vers vous, Boubacar Sano. On sait que cette décision est la conséquence du refus de la France de renégocier la dite convention. Déjà, était-elle nécessaire et est-ce que vous pensez que sa dénonciation pourrait arranger le Burkina? Bon, je pense que cette dénonciation, c'est le couronnement d'un processus. Je pense que ça n'a pas commencé avec l'actuel régime, parce que, me référant donc à la lettre de Madame la ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est depuis 2020 donc, que le Burkina avait demandé une révision de cet accord. Et donc, les autorités françaises n'ont pas voulu répondre. En 2021 également, ça a été relancé, il n'y a pas eu de réponse. Et donc, c'est vous dire que bon, il est tout à fait non. Parce que l'avantage d'un accord, c'est quoi? C'est parce que ça établit un partenariat gagnant-gagnant, que chacun gagne. Et si donc un accord devient déséquilibré, ou donc un partenaire pense qu'il n'a pas il n'a pas son intérêt, non, mais il n'y a rien de plus normal et de plus naturel que donc de dénoncer cet accord. Donc, si la dénonciation s'inscrit effectivement dans voilà, la protection des intérêts du peuple burkinabé et la défense donc de ses intérêts, nous nous inscrivons. Mais comme toujours nous l'avons dit, il faut que tout acte que le gouvernement pose, que ce soit un acte hautement mûri et que cet acte s'inscrive absolument et fondamentalement dans la défense donc des intérêts de notre peuple. Sinon, un accord par principe, c'est parce que vous avez entendu que vous avez signé un accord. Si entre-temps, vous ne vous entendez plus, ou si un pense que l'accord est à sa défaveur, il n'y a rien de plus normal que de le dénoncer. Donc, si effectivement, voilà, le Burkina ne se retrouve plus, nous ne trouvons pas de problème par rapport à cela. Mais comme nous l'avons dit, nous souhaitons que tout acte que le gouvernement pose, qu'il y ait comme ligne de mise l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Alors, Boulema Yumo, c'est une convention en vertu de laquelle certaines entreprises françaises étaient exemptes de paiement d'impôts au Burkina. Pourquoi avoir attendu si longtemps si ça n'arrangeait pas le Burkina? On peut se poser la question, il a rappelé, ça date de 2020, le processus. Merci beaucoup, Serge. Bon, moi je dirais que pourquoi attendre si longtemps? Je me dis que c'est un processus, comme il l'a dit, qui aboutit aujourd'hui. Et c'est donc l'occasion pour moi peut-être de féliciter le gouvernement d'avoir vraiment fait ressortir qu'il y a eu quand même un gouvernement qui a osé dénoncer, parce que c'est pas la première fois donc qu'on dénonce des choses, mais cette fois-ci ils ont pris le temps de dire quand même qu'il y avait un début à cette dénonciation. Ça veut dire que c'est quelque chose quand même qui avait été réfléchi et qui le Burkina, ne voyant pas vraiment ses intérêts dans le présent accord, demandait une révision. Alors, si le partenaire n'a pas entendu ça d'une bonne oreille, bon, je pense que le pouvoir de la transition, qui semble être un pouvoir révolutionnaire, a décidé donc de dénoncer. On aurait pu dénoncer ça bien avant aujourd'hui, mais tant mieux. Mais pour moi, le plus important, c'est pas de dénoncer. Moi, je prends le paysan qui arrive assis à Bokari là-bas. Mais qu'est-ce qu'il gagne dans cette dénonciation? Est-ce que c'est pas une dénonciation des grands? Est-ce que c'est pas des gens qui dénoncent pour leur intérêt? Oui, parce que il faut expliquer au peuple
qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on y gagne réellement? Et puis bon, on y va quoi. Pour elle n'avait pas lieu de se faire cette dénonciation. Non, c'est pas qu'elle n'avait pas lieu, mais il faut que le peuple comprenne. Il ne faudrait pas que ce soit une dénonciation pour une dénonciation. C'est pour ça que j'ai mis la dénonciation à un certain niveau. On dit bien que c'est une question d'entreprise. Et je demande le citoyen lambda, qu'est-ce que ça fait dans le panier de la ménagère, cette dénonciation, du moment où c'est une question économique? Alors qu'est-ce que ça fait? C'est ça, il faut expliquer. On dit que certaines entreprises françaises étaient exemptées de payer certains impôts, par exemple. Non, exemptées de payer au Burkina, mais peut-être ailleurs. Si nous avons des entreprises là-bas, certainement, il doit y avoir des exemptions. Et pour moi, des accords, vous les négociez. Si entre-temps l'accord ne vous convient pas, vous dénoncez. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, ça me convient. Mais je dis encore que le peuple doit comprendre et le peuple doit savoir qu'est-ce qu'on gagne en dénonçant ça. Parce que vous oubliez que ça se passe dans un contexte très tendu. Est-ce qu'il faut dénoncer tout azimut comme Olo Pépin le dit? Tout azimut, ça veut dire qu'on peut dénoncer même au hasard, même si ça nous arrange, il faut dénoncer. Et moi, je ne suis pas dans ce sens. Il faut voir ce qui nous arrange et nous dénonçons. Voilà, si cet accord nous arrange et qu'on a dénoncé, tant mieux, mais qu'on explique clairement qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perdait et qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui avec la dénonciation. D'accord, docteur Olo Pépin, c'est une dénonciation qui intervient quelque temps après la décision de la France de suspendre son aide au développement pour le Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez déjà les raisons qui ont prévalu à cette décision? Bon, oui, c'est toujours dans le bras de fer qui nous oppose ici à l'ex-métropole, à l'ex-colonisateur de la France. Et ça, il faut le dire. Mais je me dis que quand même nos autorités devraient prévoir cela. Voilà, ça ne doit pas être quand même un effet de surprise. Et on a vu avec le Mali où effectivement cette même décision a été prise. Et ensuite, on a vu même que la France avait décidé de suspendre les activités de ces ONG. Sauf les ONG humanitaires. Voilà, et les Maliens sont sortis du non et ils suspendent tout de même les ONG humanitaires. Et donc, du coup, ça rentre dans le cadre du conflit qui existe aujourd'hui, il faut le dire. Issa Bourema le disait tout à l'heure, il ne faut pas dénoncer juste pour dénoncer. Est-ce qu'il n'a pas raison? Non, c'est pas que c'est dénoncer pour dénoncer. C'est parce que nous avons un intérêt à dénoncer que cela a été fait. Moi, je n'ai pas fait les calculs, je ne suis pas un fiscaliste, mais ce qui ressort, si effectivement ces entreprises-là venaient à payer les impôts au Burkina Faso, quand même, en tout cas, ça allait être vraiment quand même quelque chose d'assez important dans notre budget. Donc, c'est dans un intérêt purement économique que cette décision a été prise, et aussi dans le souci de réaffirmer notre souveraineté vis-à-vis ici de ceux qui pensent que nous devrons toujours être ces peuples-là qui doivent être des peuples dominés éternellement. Voilà. C'est pour leur dire que désormais, et nous pensons que la question des rapports que nous voulons entretenir là, il va falloir que ça soit dans un esprit gagnant-gagnant et que ça soit dans un respect mutuel. Donc cette décision, cette dénonciation est en même temps une riposte face donc à cette offensive que la France a lancée, bien sûr, en suspendant l'aide au développement, et voilà, l'aide au budget et aussi la suspension unilatérale du vol Air France, de la compagnie Air France. Voilà, donc tout ça, c'était donc une contre-offensive diplomatique et que donc nous avons opposé à la France et qui refuse jusqu'ici de changer de logiciel, de changer d'approche vis-à-vis des Africains, quand on cherche toujours à infantiliser. Bon, alors quand même, je trouve que quand on est du monde civilisé, on doit pouvoir quand même entretenir des rapports assez civilisés aussi avec les autres. D'accord. Alors, Boubacar Sano, il a tout à l'heure parlé des conditions de dénonciation. Au niveau de Issa Bourema, on estime qu'il ne faut pas dénoncer, juste pour dénoncer. La tension est perceptible entre Ouagadougou et Paris, et on se souvient de la dernière révocation en date pour ce qui concerne le marché qui était attribué pour l'aéroport de Doncin. Est-ce que vous comprenez ces tensions qui se déroulent entre Ouagadougou et Paris ces derniers temps? Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on amalgame. Il faut vraiment faire la part des choses parce que moi, je ne crois pas que c'est des choses qui s'imbriquent. Voilà, donc, je souhaite vraiment qu'on fasse la part des choses pour nous permettre de pouvoir vraiment nous exprimer correctement. Nous parlons de la dénonciation donc, de cet accord entre le Burkina Faso et la France. Et comme nous l'avons dit, c'est un processus qui avait commencé déjà sous le président Roch et qui a été suivi parce que effectivement, même quand il y a un protocole d'accord, il y a les conditions de la dénonciation
Donc il y a les relances. Une fois une lettre de relance, une deuxième, une troisième, peut-être maintenant la quatrième, ça dit que c'est la résiliation. Donc je pense que c'est ce processus que notre gouvernement a suivi. Maintenant, est-ce que les circonstances, c'est une coïncidence malheureuse ou heureuse? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est un processus qui avait commencé avant donc la transition. Donc avant effectivement cette suspension de l'aide au développement et tout ce qui est censé. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on amalgame les choses. Il faut que moi je pense que c'est un processus normal. C'est son aboutissement qui a coïncidé avec des circonstances. Donc il ne faut pas qu'on essaie de faire des jonctions. Et c'est trop facile. Mais il y a des faits qui parlent d'eux-mêmes. Je suis en train de vous dire c'est une coïncidence malheureuse ou heureuse. Mais je dis c'est un processus qui a commencé. Personne ne savait que ça allait être l'aboutissement dans cette période. Donc, il ne faut pas qu'on amalgame. Voilà. Donc, le Burkina Faso suit un processus pour dénoncer les accords. Ce n'est pas les seuls accords qui sont en cours de dénonciation. Ce n'est pas les premiers accords à avoir été dénoncés. Donc, c'est un processus qui suit son cours. C'est un processus qui aboutit à un moment donné où, effectivement, ça a coïncidé avec la suspension de l'aide, avec cette situation tendue. On pourra revenir là-dessus, mais je pense qu'il faut que réellement, il ne faut pas qu'on infantilise aussi notre régime en pensant que non, on répond des tic au tac, non. Moi, je reste convaincu que c'est l'aboutissement d'un processus normal. D'accord. Voilà. Je vais vous permettre une réaction, Dr Lolo, avant de passer la parole à Bouyama Youmou. Bon, quand il dit que c'est l'aboutissement d'un processus normal, je comprends qu'il y a eu donc des tentatives de remise en cause de ces accords-là, comme il a dit, sous donc les régimes antérieurs, notamment, je pense que depuis 2020, il a donné les dates. Voilà. Maintenant, dire que c'est l'aboutissement d'un processus normal, mais je pense que le processus n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Parce qu'il y a eu des tentatives, mais il n'y a jamais eu une décision aussi ferme de dénoncer les accords. Je peux dire que c'était peut-être qu'une simple proposition à la France pour dire bon, nous voulons qu'on révise les accords. Mais il n'y a pas eu de suite, puisque la France n'a pas réservé une suite favorable à cela. Donc aujourd'hui, on a affaire donc à des hommes d'État qui ont pris la décision ferme de dénoncer, voilà, de façon vigoureuse cette situation de fait. Donc c'est dire que moi ce que je trouve là, si aujourd'hui il n'y avait pas cette transition, moi je ne suis pas sûr que ceux qui étaient au pouvoir allaient avoir le courage politique que cela nécessite pour dénoncer cet accord comme ce qui se passe aujourd'hui. Je ne pense pas s'ils allaient avoir ce courage politique. D'accord, on va vous permettre de réagir. Merci beaucoup Serge, mais je voudrais dire à Olo Pépin que le fait déjà de demander la révision, c'est déjà un courage. Il ne faut pas penser que le courage est le seul apanage du pouvoir de la transition. Et il y a eu des gens assez courageux aussi à une époque qui montre que les gens avaient aussi le courage de faire face, je disais, à l'ancien colonisateur. Mais qu'à cela ne tienne, pour moi, c'est clair que c'est comme une réponse du berger à la bergère. C'est comme ça. Quand il tape, on tape ici. Parce que la lettre était là. Si la lettre avait été réveillée, je dirais bien avant les questions de suspension et autres, bon, on peut comprendre que bon, c'est un processus normal. Le processus était là. Mais c'est dès qu'on a vu la France a suspendu ceci, on dit, bon, attends, il y a quelque chose qui traînait là, on invoque ça et puis bon, on balance. Mais n'oubliez pas que ce que je dis, il ne faudrait pas que ce soit juste des événements. Il ne faudrait pas que ce soit fait pour une certaine classe. Voilà, Olo disait que ça va apporter de l'argent au budget, ainsi de suite. Il faut qu'on aille en dessous pour bien regarder. Parce que c'est pas très évident. Ça peut être des décisions d'un certain niveau et le citoyen lambda n'en bénéficie pas vraiment. D'accord, on a la chance de vous avoir, vous connaissez bien l'Assemblée nationale où vous avez siégé. Ces accords de convention, quand elles se prennent, est-ce qu'on tient compte de la préoccupation d'Olo Pépin pour ce qui concerne le retour par rapport aux populations? Vous savez que le sujet de tout gouvernement, de toute gouvernance, c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est tout ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt du peuple. Sinon, je ne vois pas la raison pour laquelle donc, on va se retrouver aux affaires. Donc, il faut déjà avoir ça à l'esprit que c'est la principale raison pour laquelle les gens cherchent à accéder au pouvoir. Voilà. Maintenant, je dis, lorsque nous sommes sur un plateau, nous avons un devoir pédagogique vis-à-vis de notre peuple. Et donc, je pense que
il faut que également, à travers nos interventions, que cela puisse orienter, guider, éclairer les gens. Ce que je dis, je ne suis pas allé le chercher ailleurs. Tout ce que je dis, c'est contenu dans la lettre de Madame le ministre. C'est-à-dire, la lettre fait l'historique. Comment on en est arrivé à cette dénonciation. Donc la lettre n'a pas référence parce que l'aide a été suspendue, qu'on a ressorti ça du tiroir. La lettre, si vous prenez la lettre, c'est l'historique qui est là. C'est pourquoi je dis que c'est une coïncidence. Mais je ne crois pas que ce soit une réaction de pif au pif. Mais est-ce que la coïncidence n'est pas troublante quand on sait qu'à l'annonce de l'arrêt de l'aide au développement, Ouagadougou dénonce l'accord de convention, la suspension des vols d'Air France, l'aviation civile burkinabé réagit. Est-ce que cela n'a pas lieu? Vous suivez toutes les questions de processus. La suspension des vols d'Air France, ce n'est pas le Burkina Faso qui a pris l'initiative. C'est Air France d'abord qui a pris l'initiative de suspendre ses vols sans motif, sans motivation. Et Air France décide de manière unilatérale de reprendre ses vols. On lui demande, mais qu'est-ce qui vous a amené à suspendre? Donc, soumettez-nous les raisons et votre nouveau programme pour qu'on puisse valider. Il y a quel problème par rapport à cela? Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune polémique. C'est tout à fait normal. Vous avez décidé de manière unilatérale de ne plus venir chez nous, on prend acte. Vous décidez un matin de reprendre, on dit ok, mais qu'est-ce que vous avez amené à suspendre? Et maintenant vous voulez reprendre, puisqu'il y a un programme de vol qui concerne toutes les compagnies. Maintenant vous nous soumettez ce programme pour qu'on essaie de l'adapter avec le programme des autres compagnies et qu'on les valide. Il y a un problème par rapport à ça. Ceci ne crée pas une tension. Non, mais est-ce que cette tension n'est pas quand même créée par le Burkina? Cette tension quand même, quand vous regardez les faits, peut-être que c'est les autres qui provoquent. Parce que Air France qui est une compagnie, c'est elle qui est venue au Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas allé voir Air France de venir au Burkina. C'est Air France qui est venu au Burkina Faso. C'est Air France qui a demandé je sais pas comment, les trucs d'atterrissage et autres. Escale, tout ça, on lui a accordé. Mais un matin, Air France se lève, il dit, je ne viens plus au Burkina Faso. Pendant 5 jours ou 6 jours, je décide de ne plus venir au Burkina Faso. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On prend acte. Parce que le Burkina Faso, c'est un pays quand même souverain, on est autonome. Un matin encore, ce monsieur décide de revenir chez nous. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, expliquez-nous pourquoi vous avez suspendu. Et maintenant, comme les plages d'atterrissage et autres, il faut qu'on comble. On a dû peut-être ouvrir à d'autres compagnies. Soumettez-nous votre nouveau programme pour qu'on essaie de l'intégrer dans notre programme global. Mais il n'y a pas de tension en ça. Je ne vois pas là où il y a tension. C'est un processus normal que le Burkina Faso suit. Et là, il n'y a aucun problème. D'accord. On donne la parole déjà à Boulema Youmou. Après, on vous donne la parole. Parce qu'il n'y a pas eu que cela. Il y a eu également la dénonciation par rapport à l'aéroport de Doncin. La convention. Mais il n'est plus d'actualité. Pour qu'on on va permettre à Boulema Youmou de... En fait, il faut que l'honorable Bouakar reconnaisse quand même qu'il y a un contexte assez tendu qui est là. Depuis la dénonciation des accords militaires, je dirais depuis la demande de départ de la force Sabre jusqu'à aujourd'hui, il y a une tension qui est là. Et à chaque fois que chaque parti a des possibilités et déjà de donner un coup, chacun donne au fur et à mesure qu'on avance. Et n'oubliez pas les derniers événements. Le voyage du président de la transition en Russie, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la géopolitique mondiale. Et donc, quand on sent que ton ami d'hier n'est plus toi avec toi, c'est un peu comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, pour moi, les accords sont dénoncés. Le Burkina gagne quoi? Les citoyens lambda gagnent quoi? C'est ça qui est important. Mais nous savons tous que la situation est tendue. La preuve, c'est que le Burkina n'a même pas un ambassadeur en France. Et la France aussi n'en a pas pratiquement. Au Burkina, les ambassades sont là. Mais tout ça, ça fait partie quand même de toute cette tension. Pour un partenaire qui a été à un moment donné quand même privilégié, et aujourd'hui la situation est presque secouée comme ça, il y a des raisons de croire que le ping-pong qu'il y a entre Paris et Ouagadougou est lié quand même à cette tension. Ça nous semble ne pas être d'accord, mais on prend l'avis du docteur Olo Pépé. Bon, oui, enfin, je vais réagir et puis on va progresser. Bon, quand il parle de coïncidence, moi je comprends ce qu'il veut dire. C'est pour dire non, bon, ce n'est pas le fait de la transition
Voilà, même de par le passé, les autres régimes aussi étaient dans cette dynamique de dénonciation et tout ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, en même temps qu'il dit qu'on est dans une dynamique de dénonciation, en même temps il vient parler de coïncidence. Bon, où est la coïncidence ici? Si on est dans une dynamique de dénonciation, c'est dire qu'il faut s'attendre à ce que même après cette dénonciation, qu'il y ait d'autres dénonciations. Donc je ne vois pas la coïncidence. Voilà, c'est un processus qui a été engagé et qui rentre dans le cadre donc, de la quête de la souveraineté. Donc moi je ne vois pas de coïncidence à ce niveau quand il parle de cette dénonciation. Voilà. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Voilà, c'est pas la transition. Même nous-mêmes aussi, bon, on avait commencé à dénoncer tout. Mais ce qu'il dit aussi, je suis d'accord qu'il faut toujours expliquer jusqu'à la base. Voilà, les décisions qu'on prend dans l'intérêt du pays. Voilà, donc nous avons la chance peut-être d'être des produits du système scolaire. Voilà, on suit l'actualité, on comprend et on contribue donc à travers donc nos débats, nos idées. Mais bon, à la base, c'est pas sûr que les gens arrivent à comprendre toutes les décisions qui sont prises, surtout quand c'est des décisions quand même qui ont une certaine portée nationale. Voilà, des décisions d'intérêt national. Il faut faire l'effort quand même de faire redescendre l'information à la base et expliquer pour que les gens puissent comprendre et aussi adhérer au processus donc, qui a été engagé. D'accord, on va permettre une réaction et avancer dans les échanges. Je l'ai dit, nous avons, nous intellectuels, une obligation de rendre compte à notre peuple. Et je répète, contrairement à ce qu'il dit, je n'ai pas dit que ce n'est pas le livre de la transition. J'ai dit que c'est un processus qui aurait pu aboutir avant, comme ça peut aboutir dans 2 ou 3 mois. On démontre la lettre de la ministre. Voilà. Donc c'est pour dire que la ministre a bel et bien décrit le processus. Et je rappelle à M. Crépin, Dr Olo Crépin, que j'étais dans l'opposition. Je n'étais pas dans le pouvoir en 2020. Donc, il faut qu'il soit rassuré que quand je dis, c'est par devoir intellectuel, par honnêteté intellectuelle que je le dis, parce que ce qui est à César est à César. Le processus a commencé avec le régime MPP, dont j'étais opposé. Ça a connu son aboutissement avec la transition, que je soutiens. Mais je dis, il faut éviter de braquer les gens les uns contre les autres en disant non, c'est du tic au tac que la transition a répondu. Je dis non, la transition suit un processus et c'est l'aboutissement de ce processus. Également, je reviens également, il faut que nous puissions retracer l'histoire. Le Burkina Faso, l'ambassadeur de Burkina Faso n'a pas été rappelé sous le président Ibrahim Traoré. L'ambassadeur de Burkina Faso qui était Rémi Dandjinou a été rappelé par Damiba. Donc c'est pour dire que le fait que le Burkina Faso n'ait pas d'ambassadeur en France ne relève pas de l'actuelle transition, mais bien avant l'actuelle transition. Donc c'est des faits qui sont là, historiques, et il faut qu'on les retrace et le plus simplement possible. Donc c'est pour dire que lorsqu'on essaie d'associer les éléments de tension et on évoque cette question, je dis non, parce que déjà avant même que l'actuelle transition n'arrive, le Burkina Faso n'avait pas d'ambassadeur en France. Voilà. Oui, mais ce qu'il oublie, très rapidement, on va passer. Nous sommes en diplomatie et quand même il y a un principe élémentaire, le principe de la réciprocité, action-réaction. Voilà. Donc c'est dire que si vous chassez notre ambassadeur, nous aussi on chasse votre ambassadeur. On a vu le Mali, le cas du Tchad, quand le Tchad a refoulé l'ambassadeur de l'Allemagne, mais les Allemands aussi ils ont refoulé l'ambassadeur du Tchad. Donc en diplomatie c'est le principe de la réciprocité. Il est normal que si à un certain moment les autorités françaises venaient à prendre des décisions qui vont contre le Burkina Faso, contre nos intérêts, mais que nous aussi on puisse répliquer aussi avec une décision aussi. Voilà. Donc c'est la réciprocité. On va continuer les échanges en ajoutant un autre sujet. Les choses se sont accélérées cette semaine pour ce qui concerne la situation au Niger. La CEDEAO, à l'issue de son dernier sommet, a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention tout en affirmant toujours privilégier une résolution pacifique. Comment avez-vous apprécié cette tournure des événements, Bourema Youmou? D'accord, merci beaucoup Serge. Un sujet vraiment très délicat parce que la CEDEAO qui donne un ultimatum, qui n'est pas respecté, qui se réunit et qui est en train d'activer sa force. Bon,
Moi, quand je regarde tout ça, c'est assez difficile. Que des gens qui sont censés se mettre ensemble, des peuples qui sont censés se mettre ensemble, se retrouvent dos à dos, c'est assez difficile. Mais quand cela ne tienne, il est important que les peuples s'asseyent. J'ai suivi ces 2 jours des démarches de la part de certains leaders du Nigeria qui sont allés au Niger, et il y a beaucoup de médiation. Je pense que ça pourrait peut-être désamorcer la bombe. Mais en tant que démocrate, il est évident que je ne pourrais pas accepter ceux qui se sont mis à la tête du Niger par un coup d'État. Et du coup, je souhaite vraiment qu'on ait un dénouement de la plus belle manière. Sans passer par une intervention militaire. Naturellement. Alors, docteur Lolo Pépin, la CEDEAO dit privilégier toujours le dialogue, mais active sa force d'intervention. Et la Côte d'Ivoire qui a déjà annoncé une contribution d'hommes entre 850 et 1100 hommes, des bruits de bottes qui se font sentir au Nigeria et au Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une intervention militaire est imminente actuellement? Bon, je suis sceptique. Sur cette question, je suis très sceptique. Mais comme je l'ai toujours dit, tout peut arriver. Voilà, il y a souvent des moments de surprise. Mais lorsqu'on regarde ici les choses telles que ça se passe, aujourd'hui, pour moi, il est difficile qu'il y ait une intervention. Parce que même les pays qui sont dans cette lancée, à l'intérieur, il y a des contestations. Comme il a dit. Si je prends le cas du Nigeria, voilà, on apprend que le Sénat même s'est opposé à cela. Et si c'est une information avérée. Et aussi, des chefs religieux, des grands chefs religieux se sont réunis pour aller voir donc le président du Nigeria là, demander à ce qu'il lève les sanctions contre le Niger. Et ces mêmes chefs, sous l'autorisation donc du président du Nigeria, ils se sont déplacés au Niger pour faire la médiation. Au Bénin, on a appris également que les chefs coutumiers, voilà, ils se sont réunis pour demander au président Talon de ne pas envoyer donc, des forces béninoises agresser le Niger. Donc ainsi de suite. Et ça, c'est au niveau communautaire. Voilà, on voit aussi du côté de la société civile des dénonciations, et même au niveau État. Mais naturellement, il y a des pays, dès les premiers moments, qui ont donné de la voix. La Mauritanie, l'Algérie, voilà, et bien d'autres. Il y a le Cap-Vert qui vient de dire clairement qu'ils ne vont pas envoyer des troupes. Donc, du coup, on voit qu'au-delà même de l'Afrique, il y a la Russie qui s'est clairement positionnée ces derniers temps. Et même au niveau des Américains, bon voilà, on apprend que les Américains viennent d'envoyer donc, un ambassadeur au Niger. Donc d'aucuns interprètent ça comme une reconnaissance tacite du coup d'État. Donc quand on prend tous ces faits-là, on se dit qu'il serait difficile, en tout cas avec toutes ces contestations, ces refus, ces oppositions, que la CEDEAO puisse vraiment fermer les yeux et agresser le Niger, comme certains le prétendent. Voilà. Donc, pour moi, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire la médiation. Mais je ne pense pas que cette médiation viendra de la CEDEAO elle-même. Je préfère une médiation, c'est-à-dire au niveau des autorités coutumières et religieuses qui peuvent se mettre devant. Là, en ce moment, les militaires au Niger peuvent les écouter. Il y a eu plusieurs tentatives. Voilà. On a d'abord parlé du président béninois, ensuite du président tchadien. Oui, et même on apprend que même le président togolais, discrètement ici, a engagé aussi une médiation. Voilà, ce qui n'a pas plu à certains présidents de la CEDEAO. Voilà. Mais toujours est-il que, et pour moi, si la CEDEAO doit se mettre devant pour essayer d'établir un dialogue, c'est difficile. Parce que vous ne pouvez pas me sanctionner. Et puis maintenant, vous voulez dire, venez, on va dialoguer. Vous dites que vous fermez vos frontières. Mais pourquoi vous voulez venir chez moi? C'est-à-dire vous-même, vous violez même, c'est-à-dire vos propres sanctions pour venir, pour qu'on discute. Ça ne marche pas. Donc il faut une autre approche. Trouver ici vraiment des personnalités qui ne sont pas du monde politique, pour essayer de rencontrer les autorités nigériennes et afin donc de dialoguer pour trouver vraiment des voies de sortie. Voilà. Mais maintenant, l'idée de rétablir Bazoum, moi je trouve que c'est utopique. D'accord. Déjà, on va prendre l'avis de Boubacar Sanou par rapport à cette actualité. La CEDEAO qui fixe un ultimatum, qui revient pour affirmer que les discussions se poursuivent, les négociations se poursuivent et qui active en même temps sa force d'attente. On a des bruits de bottes au Sénégal, en Côte d'Ivoire où on annonce un effet
effectif de 850 ou 1100 hommes. Est-ce que les tensions ne sont pas palpables? Est-ce que l'intervention n'est pas imminente? Bon, tout ça, vraiment, c'est vraiment regrettable. On aurait dû donc ne pas en arriver là, parce que ce coup d'État jusqu'à présent, ce qui motive le coup d'État, je pense que jusqu'à présent, même les acteurs ont du mal à convaincre l'opinion publique par rapport donc aux véritables motivations. Parce que de la situation sécuritaire. Oui, mais qui sont ceux qui étaient au devant de la situation sécuritaire? C'est les mêmes acteurs. Et moi, je reprends donc le discours tenu par l'ancien chef d'état-major, qui est aujourd'hui le ministre de la Défense, qui a été limogé en temps, le général Modi, lors de sa présentation de vœux au président Bazoum en décembre tout à côté. Et je pense que lorsque vous écoutez ces discours et lorsque vous écoutez les raisons avancées aujourd'hui, vous demandez réellement ce qui se passe. Donc moi je pense que les motivations sont ailleurs. Du moment maintenant que les motivations ne semblent pas légitimes et convaincre la communauté internationale, je pense qu'il y a lieu donc de trouver une réponse. Et moi je ne crois pas que la réponse soit militaire. Et j'ai dit que tous ceux qui rêvent d'une solution militaire ne savent même pas où ils mettent les pieds. Il faut éviter de transformer le Niger en un second Yémen ou bien en une seconde Somalie. Et donc, je pense que la CEDEAO a fait les deux options, l'option militaire et l'option d'abord des sanctions. Et également les sanctions politiques, parce que jusqu'à présent l'agenda a du mal donc à rallier les partenaires et notamment la communauté internationale. Elle n'est reconnue que par le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, la Guinée. Et donc je pense que la CEDEAO aurait pu d'abord aller par étapes, mais j'ai eu l'impression qu'ils ont une réaction épidermique du moment que en l'espace de 2 ans, c'est le 6e putsch dans l'espace CEDEAO. Un en Guinée, 2 au Mali, 2 au Burkina Faso. Et donc, je pense que ça irritait les chefs d'État. Et donc, ils sont allés d'un quart de tour. Ils ont pris cette décision qui, dans l'application, je pense bien, sera très difficile. Et également, je ne sais pas, même si la CEDEAO intervient aujourd'hui au Niger pour mettre de côté donc la junte, il va falloir qu'elle reste là-bas avec Bazoum, parce que c'est cette même armée qui a mis Bazoum de côté, donc ça dit que vous avez une armée d'occupation et on sait le sort réservé aux armées d'occupation. Et aujourd'hui, moi je plaide plutôt pour une solution alternative, qu'on mette tous les deux acteurs de côté, les généraux qui ont fait le coup d'État et Bazoum, qu'on installe une transition sur 1 ou 2 ans et qu'on permette à tous les acteurs de pouvoir se présenter à l'issue de cette transition, dont Bazoum et même les officiers également qui pensent que la situation sécuritaire se dégrade, qu'ils se déshabillent, qu'ils portent la tenue civile, qu'ils viennent se présenter, conquérir le pouvoir pour résoudre la question sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, mettre Bazoum en place, je ne sais pas avec quelle armée il va travailler, puis c'est la même armée qu'il a prise en otage. Alors également, et ne pas mettre Bazoum en place, ça veut dire que vous aurez en face de vous toujours cette communauté internationale, ce qui va rendre la tâche très difficile. Et je pense que si la situation ne se décrispe pas, il n'y a pas de solution dans les semaines à venir, 1 ou 2 mois, j'ai bien peur qu'il y ait un affaiblissement total du Niger, de l'armée nigérienne, et faisant donc la part belle non seulement au groupe terroriste, mais également à l'éventualité de cette rébellion naissante qui sera conduite par la communauté d'origine de Bazoum en alliance donc avec leurs frères du Niger, et ce qui va créer une déflagration incroyable, impossible à gérer dans la sous-région. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, la raison doit l'emporter. Quelles que soient les circonstances, le dialogue doit prévaloir et le dialogue doit avoir la primauté surtout. Et je pense que pour l'intérêt supérieur de la région, pour l'intérêt supérieur du Niger, la solution que moi je vois qui peut être la plus facile et la meilleure, c'est de mettre tous ces acteurs de côté, que le président de l'Assemblée dirige une transition sur une période de 1 ou 2 ans, qu'on ait à des élections, que tous les acteurs puissent se présenter, parce que les raisons avancées n'étant pas convaincantes, les raisons sous-jacentes
chacun pourra les exploiter pour battre campagne et puis on va avancer. D'accord. Alors, au Boulema Yumo, on a tout de même l'impression que les pays ne parlent pas le même langage au sein même de la CEDEAO par rapport à cette intervention militaire. Ce samedi devrait se tenir à Accra une réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO, mais qui a été reportée à une autre date sans raison. Oui, et justement, c'est là qu'il y a la difficulté. Si les pays de la CEDEAO ne parlent pas le même langage, je crains fort que l'intervention ait lieu. Parce que ça risque de se passer au forceps. Et il ne faut pas qu'on analyse la situation en oubliant les variables extérieures à la CEDEAO. Parce qu'il ne faut pas occulter qu'il peut y avoir des ficelles que les gens tirent de l'extérieur de la CEDEAO et derrière les chefs d'État. Donc si on tient compte de ça, il va falloir qu'on soit très prudent. Il va falloir que les généraux qui sont au pouvoir au Niger, qu'ils aient aussi à l'esprit qu'ils mettent en danger le Niger. Ce n'est pas seulement la CEDEAO qui décide d'intervenir, qui met en danger le Niger. Eux aussi, ils sont responsables de ce qui va arriver. Boubacar Saloum propose de mettre de côté et les nouvelles autorités et Mohamed Bazoum. Qu'est-ce que vous en pensez? Naturellement, je suis en phase avec cette option. Mais rassurez-vous que ça va être difficile aujourd'hui que ces généraux acceptent cette solution qui semble être peut-être la solution médiane. Parce que ne connaîtront pas l'issue même de cet accord. Mais pour moi, il va falloir que nous soyons prudents. Il y a des pays qui tiennent un langage assez viril, indépendamment du Niger, mais le danger plane sur toute la région du Sahel. Et il va falloir qu'on fasse très attention. La Libye, qui était très loin de nous, a fait des preuves qui nous ont atteints ici. Si aujourd'hui le Niger à côté s'embrase, peut-être que nous, on va oublier notre lutte contre le terrorisme, on va faire face à autre chose. D'accord, mais Dr Lopépin a tout à l'heure parlé des sanctions économiques qu'il estime un peu illégitimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je ne peux pas dire que c'est illégitime, c'est une décision des chefs d'État. C'est eux qui sont donc qui constituent, je dirais, la crème de la CEDEAO. S'ils se retrouvent et ils décident de sanctionner le Niger, ils ont sanctionné par le passé le Mali, ils ont fini par lever les sanctions, ils ont sanctionné en partie la Guinée et le Burkina, ils ont fini par lever certaines sanctions. Mais dans tous les cas, c'est les mêmes procédures traditionnelles de la CEDEAO qu'ils appliquent, mais sauf que dans le cas du Niger, ça se complique. Parce que le Niger a peu de débouchés, le Niger a carrément, je dirais même au cœur, nous-mêmes on dit que le Burkina est au cœur de l'Afrique de l'Ouest, mais le Niger est beaucoup plus enclavé même peut-être que le Burkina. Et ça crée des problèmes au peuple. Des chefs d'État qui prennent des décisions et qui ne sont pas en faveur du peuple, ça devient un autre problème. Donc c'est pour ça que j'appelle les généraux qui sont au pouvoir à ne pas faire du tort au peuple. Le même peuple que eux ils disent vouloir sauver, il ne faudrait pas qu'ils compromettent l'avenir de ce peuple. D'accord, on va prendre également votre avis avant de... Oui, par rapport aux sanctions. Oui, et moi je trouve que ces sanctions sont sans fondement juridique, et il faut le dire. Voilà, parce qu'on ne peut pas vouloir établir la légalité dans un pays et puis prendre des sanctions illégales. Quelle est la base légale de ces sanctions? Aller couper l'électricité, ça correspond à quoi? C'est dit où? Même là, même Bazoum lui-même, lorsque la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali, mais lui, il était opposé aux excès de ces sanctions. Il dit qu'il est d'accord pour les sanctions, mais que ce soit dans le cadre de ce qui est prévu. Il y a un régime de sanctions qui est prévu au niveau des textes de la CEDEAO. Qu'on s'en tienne à ça. Mais quand on va aller jusqu'à prononcer des sanctions même qui touchent même la famille même de ceux qui viennent, c'est-à-dire qui seront membres du gouvernement, ça répond, quelle est la base légale? Dans lui-même, il a dit, il était opposé. Donc, quand même prendre des sanctions excessives qui n'ont aucun fondement légal, et moi je trouve quand même que c'est pas juste. D'abord l'avis de Boubacar Saloum par rapport à ces sanctions. Les sanctions qui sont, il y a des sanctions qui sont prévues. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, il faut que nous évitons de toujours prendre les choses avec émotion. Nous devons prendre ça avec raison. Et moi c'est vrai que, comme je l'ai dit dès l'entame, j'ai dit effectivement, les chefs d'État de la CEDEAO, ils étaient vraiment agacés
face à ce 6e coup d'État donc, dans leur espace, surtout que c'était accommodé avec ce qui s'est passé au Burkina, au Mali et en Guinée. Donc ils pensaient que voilà, il n'y allait pas avoir encore d'autres personnes qui vont tenter cette aventure. Ça s'est fait et donc il faut comprendre leur agacement. Et effectivement également leur irritation dans les prises de décision. Mais je pense que au-delà de la CEDEAO, je pense que chaque État est libre de gérer son pays comme il veut. Donc, la coupure d'électricité, c'est moi qui vends mon courant, je décide de ne plus vendre mon courant. Voilà, je décide, c'est moi qui décide de ne plus vendre mon courant. Mais donc, en quoi est-ce que cela peut constituer un problème? Mais je dis également, il y a des mécanismes, ce n'est pas la première fois que la CEDEAO prend des sanctions contre un de ses États membres. La CEDEAO a déjà pris des sanctions contre le Mali ici, que nous avons vu il n'y a pas très longtemps. Et surtout que le cas malien était encore un cas acceptable pour ces chefs d'État. Malgré tout, il y a eu des sanctions. Mais les cas nigériens, c'est comme je l'ai dit, les arguments avancés par les putschistes peinent à convaincre les acteurs. Dans ce cas, on fait comment? Parce qu'il faut dissuader toute autre aventure de cette nature-là dans la zone. Donc, ça fait que les décisions, on peut se positionner gauche ou droite, mais je pense que les décisions, il appartient à chaque État de manière souveraine de les appliquer. Les États ont décidé. La coupure de l'électricité, là, ce n'est pas la CEDEAO qui a décidé, c'est le Niger qui a décidé lui-même de couper son électricité pour le Niger. Ce n'est pas la CEDEAO qui a dit de couper l'électricité. Également, quand vous prenez aujourd'hui, quand il y a eu le coup d'État, on a une société chinoise qui était en train de faire le plus grand barrage hydroélectrique du Niger, qui devait donc satisfaire au moins 50 à 60% des besoins du Niger en électricité, qui a décidé de manière unilatérale de se retirer en attendant. Mais personne ne parle de ça. C'est une forme de sanction également, parce que cette société, c'est la société qui fait également les pipelines. C'est une société chinoise également, parce que c'est les Chinois qui exploitent le pétrole nigérien, qui doit faire donc les pipelines depuis la zone de production du pétrole jusqu'au port de Cotonou, également a suspendu ces choses. C'est une forme également de sanction, mais personne n'en parle. On bondit sur ce que la CEDEAO a fait, mais on oublie de rappeler, même les employés nigériens ils ont été licenciés sans droit. Et les Chinois sont partis. Et ils attendent que la situation se régularise pour revenir. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une situation de détresse absolue. C'est pourquoi j'ai dit que chacun, par sa manière d'agir, de parler, doit œuvrer et convaincre les uns et les autres de mettre de l'eau dans leur vin. C'est pourquoi les généraux nigériens doivent mettre de l'eau dans leur vin, parce qu'aujourd'hui, c'est des millions de Nigériens qui sont dans la détresse. Et également, je pense que s'ils ont une certaine flexibilité, parce qu'ils ont pris le pouvoir, ce n'est pas pour eux, comme il le dit, c'est pour le peuple nigérien. Si c'est pour le peuple nigérien, si aujourd'hui les sanctions légitimes, illégitimes, légales, illégales, touchent fortement le peuple nigérien, eux, leur rôle, leur mission première est d'assurer le bien-être du peuple nigérien. C'est eux qui doivent voir quels sont les mécanismes. C'est pourquoi rompre le dialogue avec également les émissaires, je trouve que c'est inopportun. C'est inopportun parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont dans la difficulté. Au Niger, vous ne pouvez retirer que 10 000 francs par jour dans votre compte en banque. Ça, c'est le premier moment. On continue, est-ce que d'ici là aujourd'hui, les transactions que le Niger peut faire, la BCE a fermé tout. Même les soldes des soldats aujourd'hui là, qui sont avec les officiers, est-ce qu'ils pourront les payer? C'est ça, c'est normal. C'est pourquoi je dis. Maintenant, quand j'arrive, moi je suis dans une situation où moi-même je suis en danger. C'est des sanctions aujourd'hui qui touchent tout le monde, qui peuvent même remettre en cause le coup d'État, qui peuvent même toucher même les initiateurs du putsch. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? D'accord. Pour nous-mêmes nous en sortir, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas rompre les fils du dialogue. Il faut les émissaires de la CEDEAO qui viennent, parce que souvent le dialogue il est difficile. Les premiers moments, on peut ne même pas savoir même ce qu'on va se dire. On peut refuser de se saluer. Mais une fois qu'on entame le dialogue, au fur et à mesure, on va finir par trouver un terrain d'entente. C'est pourquoi les officiers, les généraux nigériens doivent accepter, ouvrir le dialogue avec tous ceux qui viennent leur parler. Et au fur et à mesure, je pense bien qu'à travers le dialogue, on va trouver un terrain d'entente
non seulement pour leur bien, mais pour également les biens du peuple nigérien. D'accord, nous sommes pris par le temps, on va avancer un peu dans les échanges. Des chefs traditionnels et religieux du Nigeria qui ont eu des échanges avec le nouveau régime. L'exemple avait été donné tout à l'heure par Bourema Yumo, et il y a comme partout ailleurs et même au Burkina ce recours qu'on a vers les chefs coutumiers, les chefs religieux pour des médiations quand c'est chaud. Docteur Olo, vous êtes sociologue. Oui, mais ils sont des autorités morales. Ils sont des autorités morales, des forces morales, et quand même qui ont une certaine légitimité, voilà, et qui arrivent souvent à régler des problèmes que les politiques n'arrivent pas à régler. Voilà, surtout quand c'est même les politiques qui sont en conflit. Donc il n'y a que ces forces-là, et quand même qui sont censées être au-dessus donc de la mêlée, au-dessus du jeu politique, qui sont donc des facteurs de cohésion sociale, voilà, et qui jouissent quand même d'un certain prestige, d'une certaine reconnaissance morale, qui arrivent à faire la médiation. Et très souvent, on voit que, bon, quand même, en tout cas pour ce qui est du Burkina, il faut dire quand même que les autorités coutumières ou religieuses ont sauvé le pays de beaucoup de situations qui auraient pu prendre une autre tournée dramatique. Et parlant du Burkina, et parlant de ces chefs coutumiers et religieux, il y a cette question de leur statut qui est revenue. Oui, mais la question du statut des chefs, c'est toujours posé, hein, ça il faut le dire. Et je pense qu'il y a eu même des études qui ont été faites dans ce sens. Je sais que le CGD a déjà fait une étude dans ce sens, et même où il y a eu des propositions, voilà, qui ont été faites. Voilà. Mais maintenant, ces propositions, est-ce que c'est pris en compte? Je ne pense pas. Voilà. Donc c'est normal qu'à un certain moment, quand même, on puisse s'asseoir et réfléchir pour voir quel statut ces chefs-là peuvent avoir, dans la mesure où déjà la Constitution reconnaît leur existence. Donc il s'agit maintenant de leur donner, de désigner de façon claire et précise leur place et leur rôle dans la société. Donc je pense que c'est important. Alors Bourema Yumo, est-ce que le rôle de ces chefs traditionnels et religieux s'explique dans certains pays qui ont du mal à trancher sur la question du statut même? Merci beaucoup Serge. Moi je suis un acteur qui a beaucoup bénéficié de la médiation et de l'accompagnement des chefs coutumiers, je dois le reconnaître. Mais quand cela ne tienne, je dis pour moi, ce n'est pas le statut qui fait le chef. Le chef lui-même par essence a déjà son statut. Il n'y a qu'une question d'éducation des peuples à comprendre que les chefs sont utiles. Il y a aussi le fait qu'il faut départir les chefs de l'arène politique. Il vous souviendra qu'au Burkina, il y a eu un chef qu'on avait nommé président de la CENI, hautement contesté, a fait beaucoup de bruit. Il faut qu'on évite surtout ça. Et c'est nous les acteurs politiques parfois qui entraînons les chefs dans cette posture. Sinon le chef par essence a naturellement son statut, c'est-à-dire d'autorité morale et traditionnelle. Donc pour moi, ces questions de débat des statuts, nous risquons même d'envenimer la situation en prenant une loi sur le statut des chefs et en voulant les encadrer au point de leur donner là où ils doivent s'asseoir, là où ils ne doivent pas aller. Mais c'est clair que le peuple doit être éduqué à comprendre qu'il ne faut pas infiltrer les chefs et les entraîner dans l'arène politique. Ça peut diviser. Alors Boubacar Samou, cette situation au Niger vient rappeler l'importance de ces chefs traditionnels et religieux après l'échec des différentes médiations par le président béninois qui n'a même pas pu rencontrer les autorités au Niger. Il y a eu encore d'autres tentatives. Finalement, ce sont des chefs coutumiers, des chefs religieux du Nigeria qui ont pu avoir accès au nouveau président Tchani au Niger. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le statut parlant de nos pays? Je pense que toujours, c'est comme je l'ai dit, c'est nous qui sommes dans l'émotionnel. C'est pas la première fois que les religieux s'impliquent dans la résolution des crises. Vous vous rappelez d'un centre idiots, qui sont ces religieux romains du Vatican, qui sont beaucoup impliqués, qui ont même eu, je pense bien, les prix Nobel de la paix à un moment donné, parce que tellement ils sont impliqués dans la résolution des crises à travers le monde. Donc ce n'est pas une première. Également, quand vous prenez un pays de référence, l'implication des chefs religieux, le Sénégal, d'aucuns même disent que c'est suite à un entretien que Macky Sall aurait eu avec un chef religieux qu'il aurait donc décidé de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Donc c'est pour dire que dans certaines localités, effectivement, la place des chefs religieux, des chefs coutumiers est bien connue, bien respectée, et également les gens en tiennent compte. Quand vous prenez donc dans la zone là-bas, je pense que
Et les peuples du Niger et du Nigeria, je pense que souvent c'est les mêmes peuples à la frontière là. Et je pense qu'il y a des chefs, le chef de Sokoto, je pense bien, il a une influence, je pense, jusqu'à au-delà donc de la frontière et même au Niger. Également, quand vous prenez, à Niamey plutôt, quand vous prenez également les mêmes chefs religieux, je pense qu'ils relèvent d'une confrérie dont certains généraux sont membres. Voilà, une confrérie dont je pense c'est la Tidjania, dont certains généraux également sont membres. Et donc, ce fait que, du fait qu'ils sont membres donc, de cette confrérie religieuse, il fait que le chef de Sokoto étant également un des membres influents de cette confrérie, dont le grand patron se trouve au Sénégal, et je pense que quelque part, il y a cette éventualité que, relevant donc de la même confrérie religieuse, les gens puissent s'écouter, puissent se parler. Et donc, si vous avez vu que les politiques n'ont pas pu être reçus, les religieux, les chefs ont pu être reçus, donc il faut faire cette jonction du fait qu'effectivement, voilà, il y a cette croyance, ou du moins cette communauté donc de religion qu'ils partagent. Donc ça veut dire que la place des chefs religieux, nul ne l'ignore, elle est d'une importance capitale. Et maintenant, il s'agit aujourd'hui, donc, après tout ce que nous avons connu au Burkina Faso, je pense qu'il appartient aux acteurs politiques, aux dirigeants, de pouvoir tirer leçon de tout ce qui s'est passé, de notre expérience, de ce qui se passe ailleurs, pour voir quelle place véritablement donc il faut accorder à nos chefs religieux, à nos chefs coutumiers. Maintenant, les enfermer dans un carcan d'un texte qui définit leur rôle et autres, je pense que ce serait un peu, voilà, peut-être un peu infantilisant, mais je pense qu'il appartient aux acteurs de savoir comment manager, comment prendre les choses. Et voilà pourquoi certains proposent que, avant d'accéder à certaines responsabilités, il faut gérer sur le Coran, la Bible ou sur les fétiches. Et je pense que si je gère sur le Coran et il y a une dérive, mon chef religieux m'interpelle, je pense que je pourrais me plier. Et donc, c'est une des pistes à analyser. D'accord. Et nous ne sommes plus pas le temps, nous allons évoluer vers le dernier tour de table. Alors, docteur Lopopin, dans cette crise, avec la possibilité de l'intervention militaire de la CEDEAO, quelle peut être la contribution du Burkina et du Mali? Bon, la contribution du Burkina et du Mali, je ne sais pas ce que je dois dire à ce niveau. Et dans tous les cas, les deux pays ont clairement donné leur position. Voilà, par rapport à l'intervention militaire, où le Burkina et le Mali ont été vraiment très fermes. Voilà, et dire que en cas d'intervention militaire au Mali et au Niger, voilà, ça équivaudrait ici à une déclaration de guerre contre le Burkina et le Mali. Voilà, maintenant, bon, je ne sais pas comment, de façon opérationnelle, voilà, les deux pays comptent s'y prendre pour intervenir dans le conflit en cas d'attaque, en cas d'intervention. Bon, là, peut-être, ça relève d'un autre niveau qui me dépasse. D'accord. Voilà. On va prendre l'avis de Bourema Youmou. Oui, vous m'excusez, mais avant ça, quelque chose. Je dirais que au Ghana, quand même, la place des chefs, ça a été bien défini, clairement. Voilà, et ça n'a pas posé de problème. Voilà, donc on peut aussi s'inspirer de l'expérience des autres peuples. Mais par rapport au dialogue, je ne suis pas contre le dialogue, comme il est dit. Mais que la CEDEAO veut asphyxier le Niger et vienne encore dire qu'il faut dialoguer. Mais là, il faut lever les sanctions et venir au dialogue. On va vite prendre avec Bourema Youmou. Il y a des préalables. Quel peut être l'avenir de la CEDEAO avec cette crise pour terminer? Je voudrais d'abord appeler au Lopopin que nous n'avons pas un système anglo-saxon. Les anglo-saxons, ils ont une autre organisation. Mais l'avenir de la CEDEAO se joue sur le cas du Niger, où la CEDEAO disparaît après avoir échoué au Niger, où la CEDEAO demeure après avoir réussi au Niger. Peu importe les moyens qui permettent à la CEDEAO de réussir cette médiation, ou en tout cas le rétablissement de Bazoum, mais la CEDEAO joue sa crédibilité, son existence. Parce qu'après le Niger, bon, il y a déjà 4 pays qui sont disons en marge de la CEDEAO et 4 pays francophones. Ce n'est pas les plus importants, d'accord, en termes de contribution à la CEDEAO, mais ça reste quand même une image de pouls face à une organisation qui réunit 15 pays. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez important. D'accord, la même question avec vous, Wakasanou, pour terminer. Quel peut être l'avenir de la CEDEAO qui joue son avenir justement à travers cette crise au Niger?
Bon, je le dis et je le répète, il faut que nous nous débarrassons donc de nos émotions et que nous voyons les choses donc de manière très forte. Aujourd'hui, et en dehors donc de ces différentes petites crises politiques que nous avons connues, quel est l'apport de la CEDEAO aux différents peuples de nos États? Je pense quand même que c'est un apport inestimable. D'abord, la libre circulation des personnes et des biens, ce n'est pas un fait étranger. Ça dit qu'aujourd'hui, vous levez au Burkina Faso, vous allez au Nigeria, vous allez en Gambie, vous allez un peu partout comme vous voulez. Il n'y a pas de problème à travers seulement votre CNIB. Alors donc, aujourd'hui, la distribution de la CEDEAO, ça dit que c'est des barrières qui vont tomber. Et une fois que ces barrières ou bien s'élever, vont s'élever, je pense que c'est en ce moment que les peuples vont se rendre compte que, effectivement, la CEDEAO est un instrument sauvegardé. C'est pourquoi nous disons la crise au Niger, et beaucoup l'abordent de manière très passionnée. J'ai dit il faut enlever la passion dedans. Nous devons aller de manière raisonnée. Même les chefs d'État se sont irrités et ont brandi des armes, les sanctions et puis l'intervention militaire. Bon, mais nous prions que la raison puisse l'emporter et nous demandons et nous maintenons. Aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus, c'est le peuple nigérien. Et on ne peut pas établir des conditionnalités pour ouvrir le dialogue. C'est le peuple qui souffre. Si on est là pour le peuple, qu'on aborde le dialogue, et à travers le dialogue, les sanctions pourront s'élever au fur et à mesure. Donc c'est ce que moi je dis. Et j'ai dit, la CEDEAO, c'est une organisation que nous devons sauvegarder pour l'intérêt des peuples et pour l'avenir, parce que l'Europe aujourd'hui, c'est une union. Vous allez en Amérique latine, il y a le Mercosur qui est là, qui est une organisation d'intégration qui s'efforce à intégrer les États d'Amérique latine. En Afrique centrale, il y a la CIAC et autres. En Afrique du Sud, il y a la SADC. Donc, il faut que nous nous dépassions, parce que c'est la crise que nous vivons, ce n'est pas une lutte contre la France. Aujourd'hui, c'est procurer le bonheur à nos populations. C'est ça notre préoccupation. Donc par rapport à ça, par rapport à ça, je dis et je maintiens, sauvegardons la CEDEAO, malgré ses insuffisances, malgré tout ce qu'il y a, sauvegardons-la pour l'intérêt de nos peuples. Alors, merci d'être passé sur ce plateau pour ces échanges. Docteur Olopepe Yen, je rappelle que vous êtes sociopolitologue et chercheur au CNRST. Merci également à Boubacar Sanou, vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Merci. Et merci à Bourema Dissan Youmou, qui est membre du bureau politique national du Parti panafricain pour le salut PPS. Et dans la suite de ce JDS, le chef de l'État a échangé avec des représentants des jeunes des 13 régions du Burkina en marge de la Journée internationale de la jeunesse. Le capitaine Ibrahim Traoré a invité les jeunes à participer activement au développement du pays. Ces derniers disent reconnaître les efforts engagés par le président de la transition pour la sécurisation du pays et ont aussi égrené leurs préoccupations. On fait le point avec Abdourahim Yeye. Cette commémoration de la Journée internationale de la jeunesse a été une occasion pour les jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso d'avoir des échanges directs avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président de la transition a laissé entendre que le développement du pays repose sur la jeunesse. Il a donc invité cette frange de la population à s'engager davantage à travers des initiatives innovantes pour l'atteinte des objectifs de développement du Burkina Faso. Il ne s'agit pas aujourd'hui de bosser, d'avoir un diplôme et de chercher à être employé. Il s'agit aussi d'apprendre des métiers et de pouvoir exercer. Je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus, de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque, pas de plaisir. Risquez, lancez-vous. On vous accompagnera autant qu'on peut. Les jeunes ont salué les efforts engagés par le président de la transition pour la sécurisation du pays et pour l'épanouissement de la jeunesse. Ils ont également réaffirmé leur engagement à accompagner la transition, à relever les défis actuels. Je rêve d'un pays totalement souverain où les jeunes sont épanouis. Nous avons compris votre message et nous sommes déterminés à votre côté jusqu'à la victoire finale.
L'ensemble de vos messages nous vont droit au cœur et nous sommes résolument engagés à la promotion d'une jeunesse citoyenne, dynamique, consciente des enjeux actuels du moment et qui lutte pour le retour de la paix et de la sécurité. Les jeunes ont saisi l'occasion pour égrener leurs préoccupations qui tournent autour de l'employabilité, de la formation professionnelle, de l'accès au marché public et au financement pour la mise en œuvre de leurs projets. À ces préoccupations, le chef de l'État, tout en appelant les jeunes à plus de responsabilités, rassure que les solutions viendront de manière progressive. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas manqué de rendre un hommage aux jeunes qui se sont engagés comme VDP volontaires pour la défense de la patrie. Retour sur ce plateau pour la dernière étape de ce JDS et nous recevons Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, renforcement de l'employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. C'est le thème qui a été choisi pour cette journée internationale de la jeunesse. Justement, quelle est cette contribution de la jeunesse dans la lutte contre l'insécurité que l'on connaît particulièrement au Burkina ? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à ce grand journal. Il faut dire que chaque 12 août, le monde entier célèbre la jeunesse. C'est un moment d'introspection et de questionnement sur comment trouver des solutions aux préoccupations des jeunes. Du fait que, surtout en Afrique, vous avez la majorité de la population qui est jeune. Et donc au Burkina Faso, à l'instar des autres pays, nous avons décidé de concert avec le gouvernement de célébrer la journée internationale de la jeunesse sous le thème employabilité des jeunes en milieu rural et lutte contre l'insécurité. Comme vous le savez aussi, cette question d'insécurité est du fait que plusieurs jeunes sont enrôlés dans le rang donc, des groupes terroristes. Et pourquoi les jeunes sont enrôlés dans le rang des groupes terroristes? C'est du fait que la plupart d'entre eux sont vulnérables et manquent donc de minimum de conditions de vie. Et donc ils se laissent berner ou recruter par ces terroristes qui les vendent donc des illusions, rien que souvent une moto, rien que souvent des sommes dérisoires. Mais comme ils sont dans le besoin, certains donc se laissent enrôler. Et quand vous regardez le terrorisme au Burkina, il est à plus de 80% intérieur, parce que la plupart de ceux qui attaquent le Burkina ou qui attaquent leurs propres frères sont des Burkinabés. Donc c'est du fait que les gens sont dans une situation de vulnérabilité et d'assistanat permanente. D'accord. Alors il y a eu ces échanges directs avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Quelles sont ces préoccupations de la jeunesse que vous avez égrenées avec le chef de l'État à cette occasion? Il faut dire que la jeunesse vit au Burkina, et comme toutes les populations qui vivent donc ces moments de difficulté, d'insécurité dans toutes les localités du Burkina Faso. Et donc la préoccupation majeure, c'est le retour donc de la sécurité qui ont été évoqués par les représentants des différentes régions. La deuxième préoccupation, c'est le retour donc des déplacés dans leur localité. Et la troisième préoccupation, c'est la question de la formation professionnelle et de l'employabilité des jeunes, qui reste aujourd'hui une question suspendue et qui a été traitée depuis longtemps, mais qui n'a pas encore eu de solution adéquate. Donc pour les jeunes, pour arriver à avoir un pays où les jeunes s'épanouissent mieux, il faut avoir un système qui garantit donc leur insertion socio-professionnelle. Et la dernière préoccupation, c'est la question donc de la collaboration intergénérationnelle, parce qu'il faut le savoir bien que à tous les niveaux, on a besoin donc d'une jeunesse montante qui collabore avec des anciens qui ont une expérience et qui les lèguent pour les permettre donc d'assurer suffisamment cette responsabilité qu'on viendrait donc à leur confier dans les jours à venir. D'accord. En réponse, le chef de l'État a exhorté la jeunesse à s'investir pleinement dans l'entrepreneuriat. Ça ne date pas d'aujourd'hui, on a tout le temps parlé d'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui freine pour cet entrepreneuriat de la jeunesse burkinabé? Oui, premièrement, c'est cet environnement-là fiscal et tout, qui ne s'y prête pas. Lui-même l'a dit que sur le plan fiscal, il y a beaucoup de choses qui ont été élaguées pour permettre aux jeunes d'entreprendre. Donc l'environnement fiscal n'était pas favorable donc aux jeunes entreprises. Deuxièmement, c'est le système même de l'entrepreneuriat au Burkina Faso.
parce que vous avez un marché assez désordonné, qui n'est pas suffisamment organisé, où on n'a pas de mécanisme de promotion des jeunes qui viennent de créer leur entreprise, c'est-à-dire des faveurs qui pourraient donc leur être accordées pour la promotion de leur entreprise, où le géant maintient donc son expansion en tout désordre, c'est-à-dire que vous pouvez commencer une petite boutique dans un quartier et quelqu'un qui a les moyens vient mettre une alimentation à côté, seulement dans l'intention donc de vous écraser. Et le troisième élément, c'est le manque donc de culture, de se mettre ensemble. Vous savez, dans les autres pays, les gens arrivent à se mettre ensemble pour créer des entreprises, mais au Burkina, on a cette culture-là que chacun pour soi, Dieu pour tous. Et donc, ça ne favorise pas. Et la dernière des choses, c'est surtout que nous sommes dans un monde globalisé et la compétition est rude. Et donc, il faudra que le Burkina apprenne donc à porter des entrepreneurs visionnaires qui vont au-delà donc de notre pays et qui touchent donc d'autres pays pour permettre donc de tirer le reste de l'économie. Et je pense que c'est cet ensemble-là qui fait qu'il est difficile pour les jeunes d'avoir des entreprises qui émergent dans un environnement hostile. Et le dernier élément, c'est que les banques ici, la plupart des banques sont des, j'aime à le dire, sont des vendeurs d'argent. C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas comment on vous accompagne alors à mettre sur pied un projet viable, mais on regarde un projet bancable, c'est-à-dire on regarde est-ce que vous êtes solvable. Mais est-ce que la banque ne doit pas se faire des économies? Oui, c'est normal. Ailleurs, les banques ne sont pas seulement au Burkina, les banques sont aussi ailleurs. Et ces banques travaillent donc à financer l'économie, à financer les entrepreneurs, de sorte que les entrepreneurs créent l'économie. Et je pense que si on veut créer de l'économie, on doit se baser sur la fiabilité du projet et sur l'efficacité du projet que de regarder la bancabilité du projet. C'est vrai que c'est un élément important. Est-ce que vous êtes solvable? Mais s'il faut être solvable, ça veut dire qu'il faut avoir une garantie autour. On ne regarde pas seulement que votre projet. Et aujourd'hui, la plupart des banques, il y a des banques citoyennes, il faut le dire, il faut le saluer, mais la plupart des banques regardent est-ce que vous êtes solvable. Même si vous allez en faire autre chose, c'est pas leur problème. On regarde est-ce que vous êtes solvable. Donc cela ne permet pas aux jeunes d'avoir un capital social conséquent à la mise en œuvre de leur projet. D'autant plus que l'État aussi a des fonds qui n'ont pas de fonds. Donc, tout naturellement, il va de soi que des projets ne puissent pas avoir le jour au niveau de la jeunesse parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas le capital social pour démarrer. D'accord. Et comme solution, le président de la transition a parlé de la création, la mise en place d'un fonds unique pour aider les jeunes dans l'entrepreneuriat. Il y a eu tellement de mécanismes au Burkina dans ce sens. Qu'est-ce qui diffère cette fois-ci? Oui, je pense que peut-être cela pourrait venir d'un diagnostic profond ou d'une étude qui trouve que du fait que les fonds soient dispersés ne garantit pas l'efficacité. Et comme lui-même l'a dit, aujourd'hui, nous visons l'efficacité et donc si les fonds sont mis ensemble, ça permet donc de financer de façon efficace et de répondre de façon rapide donc aux sollicitudes de l'ensemble des projets de jeunes. D'accord. Il y a eu cette autre actualité avec cette rencontre avec le chef de l'État où il a parlé de la nomination de très jeunes à la présidence comme chargé de mission pour faire remonter les préoccupations de la jeunesse. Est-ce que ça ne fait pas un peu doublon avec le ministère en charge de la jeunesse qui est déjà là, aussi le CNJ qui porte haut les préoccupations de cette jeunesse? Non, il faut savoir que les chargés de mission ont toujours existé dans les domaines pointus. Il y a des chargés de mission, même les ministères ont des chargés de mission et la présidente de façon a droit à des chargés de mission. Sauf que là, on décide de prendre très jeunes pour les nommer. On décide de nommer des jeunes parce que c'est ce qu'on a dit. Il faut créer des passerelles entre l'ancienne génération et la nouvelle génération et il faut permettre à la jeunesse de s'exercer et d'apprendre. Si aujourd'hui, on ne permet pas que les chargés de mission soient des jeunes, je ne sais pas à quel moment on va leur permettre d'avoir l'expérience. Donc je pense que c'est une idée qu'il faudra saluer parce que depuis longtemps, ça a été ce combat que les jeunes ont mené. Du fait qu'ils soient mis à l'écart dans la gestion de l'affaire publique, soit disant qu'ils n'ont pas d'expérience. Et je pense que l'expérience ne s'acquiert pas en fonction de votre âge, mais l'expérience s'acquiert en fonction des étapes que vous aurez franchies. Et c'est une bonne chose pour nous,
Pour nous, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, ça ne fait pas de doublon parce que les départements ministériels gèrent des questions sectorielles. Le président du FASO a besoin d'avoir un regard large, a besoin d'avoir les informations à la base pour instruire les départements ministériels en ce qui concerne donc des actions à prendre pour régler un certain nombre de problèmes. Et je pense que cela est important parce que quand vous êtes un chef et puis vous n'avez pas les informations à la base, souvent vous vous perdez donc dans votre analyse et dans certaines prises de décision qui vont pas aller à l'encontre donc qui vont pas aller selon donc les préoccupations des populations. D'accord. Et toujours sur cette jeunesse, ils étaient hier près de 2 millions à se lancer pour les concours directs pour un peu moins de 8000 postes. Est-ce que vous avez porté des préoccupations avec le chef de l'État à ce niveau également? Non, nous avons porté des préoccupations qu'on puisse créer un environnement favorable donc à l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que vous savez, la fonction publique n'est pas une solution à l'employabilité des jeunes. Ça, avant, on avait raté, jusqu'à on créer des postes. Et quand vous rentrez dans certains bureaux même, vous allez trouver que pour une seule tâche, vous allez voir qu'on a mis 5 personnes, 10 personnes là-dessus. Ça ne garantit pas l'efficacité. Et donc, il ne faut pas encourager les gens à aller dans la fonction publique. Parce que d'ailleurs, la fonction publique condamne les gens à ne plus donc avoir une certaine créativité. Il faut encourager plus les gens à aller vers l'entrepreneuriat. C'est vrai que tout le monde ne pourra pas aller vers l'entrepreneuriat. C'est pour cela qu'il y a des fonctionnaires qui accompagnent l'administration parce qu'on a besoin d'une administration performante. Mais aujourd'hui, il ne faut pas être dans la dynamique d'encourager les jeunes à aller vers la fonction publique. Il faut encourager plutôt les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat pour créer l'économie, pour garantir donc la vivacité de la population, et pour créer la richesse. Et je pense que c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui au niveau de la jeunesse. D'accord. Dernière question avec vous. Est-ce que vous avez apprécié la tenue de ces échanges directs avec le chef de l'État et la célébration aussi de cette journée internationale de la jeunesse? Est-ce que vous êtes satisfait? Si ce n'était pas une bonne chose, nous allons donc être contre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la journée n'a pas été demandée par le chef de l'État. La journée a été demandée par les jeunes. L'échange n'a pas été demandé par le chef de l'État. L'échange a été demandé par les jeunes. C'est les jeunes qui ont demandé à échanger avec le chef de l'État à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Il a répondu favorable. On ne peut que dire que nous sommes satisfaits parce que si vous émettez une doléance et que la doléance a eu un écho favorable, je pense que c'est ce qui était attendu. Et ça a été des échanges francs, sans tabou. Vous l'avez constaté. Contrairement à certaines occasions ou à certains cadres où on sélectionne qui va parler ou quelles sont les questions qu'il faudra dire, je pense que les présidents régionaux qui ont pris la parole en ce qui concerne leur région ont dit ce qu'ils pensent et c'est ce que nous avons toujours demandé et maintenant une seule chose est de discuter, maintenant une seule chose est de mettre en œuvre ce qui a été demandé. Et nous osons croire que ça a eu une attention particulière auprès du chef de l'État, comme lui-même il était présent, et que les engagements qui ont été pris seront donc mis en œuvre au bonheur des populations et surtout de la jeunesse. D'accord. Merci Moumouni Diala d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse CNJ. Merci beaucoup. Et c'est ici que se referme ce grand format de l'actualité sur Trui TV. Merci de l'avoir suivi. Ce qui fait la particularité du JDS, c'est la pluralité des regards à travers ces différents plateaux. Merci pour votre promptitude à cette émission et rendez-vous est pris dimanche prochain avec Geoffroy Baha pour un autre numéro. Merci et bonsoir.